Mon frère, qui a couché avec ma fiancée. Mes parents l'ont soutenu, alors j'ai annulé le mariage. Et ce qui s'est passé ensuite a brisé leur monde au-delà de toute réparation. Moi, un homme de 28 ans, j'ai toujours été le membre le plus responsable de ma famille. Sans vouloir me jeter des fleurs, les faits sont les faits. J'ai commencé à travailler à 12 ans, en tondant les pelouses du quartier. J'ai économisé pour m'acheter ma propre voiture à 16 ans, alors que mes amis recevaient des voitures neuves de papa et maman. J'ai payé mes études universitaires sans aucune dette et j'ai décroché un poste assez solide dans la finance qui me faisait gagner 6 chiffres à 26 ans. Encore une fois, pas pour me vanter, juste pour situer le contexte afin que vous compreniez la dynamique. Dès le premier jour, mes parents ont traité mon soutien financier comme si c'était inscrit dans leur constitution quelque part, le fils aîné devra fournir des renflouements sur demande. Quand j'ai reçu mon premier vrai salaire, ils m'ont immédiatement sollicité pour aider avec les factures. Quand j'ai reçu ma prime de signature à mon emploi en finance, ma mère a appelé le même jour pour me demander si je pouvais payer leur carte de crédit parce que la famille s'entraide. Jamais un merci qui ne sonnait pas récité. Jamais aucune reconnaissance de ce que cela me coûtait. Juste des mains tendues et des culpabilisations si j'hésitais. Noël ? Je devais offrir des cadeaux coûteux à tout le monde. Vacances en famille ? Je devais couvrir juste les billets d'avion, ce qui s'est d'une manière ou d'une autre transformé en la totalité du voyage. Papa avait besoin d'une nouvelle adhésion au club de golf ? Soudain, c'était mon devoir de l'aider à maintenir ses relations pour son entreprise. Oui, le droit au meilleur de sa forme. Mais bon, c'était la famille, je devais aider. C'est ce que je pensais. Mon frère cadet, Nick, un homme de 26 ans, est pratiquement mon opposé complet à tous égards. Un beau gars qui peut se sortir ou se tirer de n'importe quelle situation par la parole, mais absolument inutile quand il s'agit de responsabilités réelles ou d'éthique de travail. Ce type a abandonné l'université 2 fois, ne peut pas garder un emploi plus de quelques mois, et dépense chaque dollar qu'il gagne en jeux de hasard et en choses hors de prix pour impressionner n'importe quelle fille qu'il essaie de séduire cette semaine-là. Et mes parents ? Ils pensent qu'il est parfait. Chaque échec dans sa vie est juste Nick qui se cherche ou Nick qui est libre d'esprit. Alors que mes réussites étaient toujours attendues et à peine reconnues, quand j'ai fait le tableau d'honneur du doyen, j'ai eu un signe de tête et un « c'est ce que tu es censé faire », quand Nick a réussi à ne pas complètement échouer pendant un seul semestre, ils lui ont organisé une sacrée fête. Je n'exagère même pas. Le plus fou, c'est que, malgré ce favoritisme évident, j'ai quand même aidé ce raté, pensant que peut-être, juste peut-être, il apprendrait de ses erreurs cette fois-ci. J'ai remboursé ses dettes de jeu 3 fois différentes. Nous parlons de plus de 20 000 $ au total. Je l'ai laissé squatter chez moi sans loyer pendant des mois lorsqu'il a été expulsé, quelle surprise. Et j'ai utilisé mes relations pour lui trouver des emplois qu'il allait inévitablement saboter. Oui, j'étais la définition même d'un pigeon. Mais je suppose que c'est ce qui arrive quand on est conditionné toute sa vie à être le responsable de la famille. Il y a 7 ans, j'ai rencontré ma fiancée, maintenant ex, Eleanor, une femme de 25 ans, lors d'une fête chez un ami. Elle était sérieusement magnifique. Ce mélange parfait de beauté mais sans en avoir l'air. Ou du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Elle étudiait la psychologie, voulait ouvrir son propre cabinet un jour. Intelligente, ambitieuse, un super corps, le package complet. Nous avons tout de suite accroché, et en un an, elle a emménagé dans mon appartement. J'ai couvert la plupart de nos dépenses afin qu'elle puisse se concentrer sur ses études supérieures sans stresser pour l'argent. J'ai payé les voyages, les bons dîners, les articles de marque dont elle avait besoin pour les événements professionnels et le réseautage. J'investissais dans notre avenir ensemble, ou du moins c'est ce que mon crétin de moi-même croyait à l'époque. Nous nous sommes fiancés après 4 ans ensemble, et j'étais sincèrement heureux. Je pensais avoir décroché le gros lot avec une femme intelligente et belle qui semblait m'aimer pour ce que j'étais. Voici où les choses commencent à devenir louches. Maintenant, regardez. Nick et Eleanor se sont bien entendus dès le premier jour. Ils s'entendaient toujours bien, mais les choses ont commencé à changer ou à se développer. Elle a commencé à se surhabiller chaque fois que nous allions dîner en famille. À mettre trop de maquillage. Rien d'inapproprié, mais enfin, ça se remarque. Puis je les voyais, elle et Nick, toujours chuchoter et rire de blagues dont je ne faisais pas partie, se textant constamment. Lors des réunions de famille, ils finissaient toujours par avoir une conversation profonde dans un coin. Quand je l'interrogeais à ce sujet, Eleanor me disait,
je lui donne juste des conseils de sœur. Oui, des conseils de sœur qui s'accompagnaient de rire et de sourire. Mais j'ai balayé ça du revers de la main, me disant que c'était de la paranoïa. Après tout, ma fiancée et mon frère qui s'entendent, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Non, pas du tout. J'essaie juste de dire indirectement que j'étais un idiot. À mesure que notre date de mariage approchait, nous étions fiancés depuis environ 1 an et je faisais de sérieuses heures supplémentaires pour économiser pour notre avenir. 60 heures par semaine minimum, parfois plus. Je voulais surprendre Eleanor avec un acompte plus important pour une maison après la lune de miel. Pendant ce temps, j'ai commencé à remarquer des choses plus étranges à la maison. Eleanor est devenue obsédée par son téléphone. Toujours inclinée loin de moi lorsqu'elle envoyait des messages. Elle a commencé à sortir avec des amis de l'université 2 fois par semaine. Je me disais, ça va. Peut-être qu'elle est stressée par le mariage et qu'elle a besoin d'espace. J'étais trop occupé et trop confiant. La planification du mariage reposait principalement sur ses épaules, car j'étais tellement occupé par le travail, et je me sentais coupable de cela. Alors j'ai compensé en acceptant à peu près tout ce qu'elle voulait, quel qu'en soit le coût. Un lieu haut de gamme? Bien sûr. Une lune de miel exotique? Bien sûr. Une robe de créateur? Tout ce qui te rend heureuse, chérie. Notre compte bancaire commun en prenait un coup, mais je me suis dit que ça en valait la peine. Nous nous serrerions la ceinture après le mariage. De plus, Eleanor était censée contribuer sa part de son travail de conseillère à temps partiel. Elle me montrait des feuilles de calcul des dépenses du mariage et de ses contributions, et je faisais confiance que tout était en ordre. J'étais trop occupé à me tuer au travail pour revérifier les chiffres. Environ 3 mois avant le mariage, je suis rentré plus tôt du travail un jour. Mon patron m'avait en fait forcé à partir après que je me sois presque endormi lors d'une réunion. Je prévoyais de surprendre Eleanor, peut-être de l'emmener dîner. La surprise fut pour moi, cependant. Elle n'était pas à la maison malgré m'avoir dit qu'elle étudierait toute la soirée pour un examen de certification. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi au début. Je me suis dit qu'elle était sortie prendre un café ou qu'elle avait besoin d'une pause. Je me suis écroulé sur le canapé et j'ai fini par m'endormir. Je me suis réveillé vers 22 heures, alors qu'Eleanor rentrait discrètement, vêtue de vêtements que je ne reconnaissais pas. Quand je lui ai demandé où elle avait été, elle est devenue défensive, affirmant qu'elle avait besoin de se défouler avec des amis parce qu'elle était stressée par l'examen. J'ai acquiescé. Je savais que quelque chose se passait, mais j'ai agi normalement pour l'instant. Les choses cachées ne restent pas cachées, après tout. Puis, une semaine après cela, elle prenait une douche et a laissé son Apple Watch chargé sur la table de nuit. Une notification est apparue. Je ne suis pas du genre à fouiner, mais quand j'ai vu le nom, je n'ai pas pu l'ignorer. C'était de Nick, j'ai hâte de te revoir. Dis-lui juste que tu rencontres Jessica pour prendre un verre jeudi. Le sang s'est glacé dans mes veines. Je sais que je dois respecter sa vie privée et tout ça, mais sérieusement, quand sa vie privée semble inclure de coucher avec votre frère? Oui, je n'allais pas rester là comme une princesse. Alors j'ai attrapé la montre. Le mot de passe était ma date d'anniversaire. L'ironie. J'ai ouvert l'application de messages et j'ai tout trouvé. Des centaines de messages remontant à des mois. Des photos. Je ne pourrai jamais oublier qu'ils se moquaient d'être au lit ensemble pendant que je travaillais tard. Des voyages de week-end déguisés en urgence familiale. Le package complet. Mais attendez, ça devient encore mieux. Ou pire. J'ai vérifié notre compte de fonds de mariage et j'ai trouvé des retraits réguliers. Des milliers manquants. Je les ai tracés à des réservations d'hôtels, des restaurants chers, même un putain de week-end au spa, tout ça avec Nick. Pendant ce temps, je me tuais au travail pour économiser pour notre avenir. Tous ces voyages étaient planifiés chaque fois que j'avais une conférence ou un voyage d'affaires dans un autre état. En creusant plus profondément, j'ai trouvé quelque chose qui m'a vraiment brisé, des messages entre Eleanor et mes parents. Et devinez quoi? Ils savaient tout. Non seulement ils savaient, mais ils l'encourageaient activement. Ma mère a dit à Eleanor que j'étais ennuyeux et qu'elle méritait quelqu'un d'excitant comme Nick au lieu de se contenter de ça. Mon père a dit qu'il était heureux qu'Eleanor semble avoir une bonne influence sur Nick. Quel homme sage, s'occupant de son fils en or tout en ruinant la vie de l'autre. J'étais assis là, téléphone en main, lisant cette trahison calculée de littéralement toutes les personnes en qui j'avais confiance, la femme que j'aimais, mon propre frère et mes parents,
tous riant derrière mon dos, utilisant mon argent et planifiant un avenir qui ne m'incluait apparemment pas de la manière dont je le pensais. Je n'ai pas explosé, je n'ai pas versé une larme. J'ai juste ressenti cette clarté froide et dure comme je n'en avais jamais fait l'expérience auparavant. Ces gens étaient des parasites. Et je voyais enfin la situation clairement. Et c'est là que j'ai décidé, fini l'homme gentil. Fini de toujours sauver la situation. J'étais sur le point de leur montrer exactement ce qui arrive quand on pousse trop loin le gars ennuyeux et responsable. Je ne l'ai pas confronté cette nuit-là. Je n'ai pas perdu mon sang-froid. Au lieu de cela, j'ai tout terminé silencieusement. Dès le lendemain matin, Eleanor dormait encore. Je me suis levé, j'ai fait du café et j'ai commencé à travailler. J'ai appelé ma banque et j'ai transféré la moitié de nos économies, qui étaient principalement mon argent de toute façon, vers un nouveau compte privé auquel elle ne pouvait pas accéder. Ensuite, j'ai appelé et annulé tout ce qui était lié au mariage, lieu de réception, traiteur, DJ, fleurs, réservation de lune de miel au tout. La plupart des endroits avaient des acomptes non remboursables, mais je ne me souciais même pas de perdre cet argent. C'était mieux que de faire une erreur et de rester coincé dans un mariage fichu plutôt que dans un divorce misérable. Au moment où Eleanor s'est réveillée, les confirmations d'annulation inondaient déjà sa boîte de réception. Son visage quand elle les a vus? Inestimable. Elle a commencé à appeler frénétiquement les fournisseurs tout en me regardant avec un air confus. J'ai simplement siroté mon café calmement et j'ai regardé le spectacle. Quand elle a finalement demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Bon sang, j'ai juste haussé les épaules et dit « Je n'avais pas envie de me marier avec quelqu'un qui couche avec mon frère dans mon dos. » Elle a fait semblant d'être confuse, mais elle s'est effondrée quand je l'ai confrontée avec les preuves. Elle est devenue défensive, a commencé à lancer des excuses, je me sentais seul. « Tu travailles toujours. » Oui. Ce n'est pas comme si je me tuais au travail pour lui offrir la vie qu'elle, je pensais, méritait. Je n'ai pas écouté et je suis parti travailler. On parlera plus tard, il se fait tard pour le travail. Mon téléphone a explosé ce jour-là. Des appels et des SMS d'elle, de mes parents, même de Nick. J'ai ignoré chacun d'eux. Je les ai laissés mijoter dans leur propre panique. Les messages d'Eleanor sont passés de la confusion à la colère, puis à une fausse inquiétude et finalement à la supplication pure et simple. Au fil de la journée, mes parents ont insisté pour que nous discutions. Je n'ai répondu qu'avec un seul message, bien sûr que nous allons parler. Dîner de famille ce soir, 19h. Ce soir-là, après le travail, je me suis fait couper les cheveux. Si j'allais réduire leur vie en cendres, je devais le faire avec style. Puis, quand je suis arrivé chez mes parents, ils attendaient déjà. Eleanor, les yeux gonflés, assise à côté de Nick à la table à manger, tous deux me regardant nerveusement. Mes parents avaient leur visage préoccupé mais déçus, prêts à agir. La table était mise comme s'il s'agissait d'un simple dîner de famille, ce qui rendait la chose encore plus insultante. Je n'ai attendu personne pour commencer son discours. J'ai juste laissé tomber les damnées preuves sur la table. Un dossier. À l'intérieur, chaque message, chaque photo, chaque reçu d'hôtel, les relevés bancaires montrant l'argent manquant, des captures d'écran montrant toute la trahison. Le regard sur leur visage quand ils ont réalisé ce qu'ils voyaient? Absolument inestimable. Le sang a quitté le visage d'Eleanor. L'expression narquoise de Nick s'est fissurée. Maman a commencé à paniquer. L'homme sage a commencé, discutons des choses comme des adultes, mon fils. Je n'avais pas l'intention d'en venir aux mains. Ce n'a jamais été mon genre. Mais quand Nick a eu le culot de commencer à dire « ce n'est pas ce que ça a l'air », quelque chose a craqué en moi. Avant même que je ne réalise ce qui se passait, j'étais de l'autre côté de la table, et mon poing s'est connecté à son visage. J'ai senti son nez se briser sous mes phalanges. Les femmes criaient. Mon père essayait de me retenir. J'ai réussi à lui donner 2 autres coups solides avant qu'il ne parvienne à me tirer de lui. Nick était recroquevillé comme un petit enfant, couvrant son nez cassé. J'ai ajusté ma cravate, mes boutons de manchette, et j'ai retrouvé mon calme. J'ai dit à Eleanor que j'annulais le bail et qu'elle avait 72 heures pour sortir ses affaires de mon appartement avant qu'elle ne soit mise sur le trottoir. Puis je me suis tourné vers mes parents, qui planaient au-dessus du précieux Nick blessé. Je leur ai dit qu'ils ne verraient plus jamais un centime de ma part. Fini les renflouements des dettes de jeu de Nick. Fini l'aide pour leurs impôts fonciers quand il manquait d'argent. Fini le financement des vacances en famille sous prétexte de faire plaisir à tout le monde.
Je leur ai rappelé comment j'avais été leur filet de sécurité pendant des années alors qu'ils favorisaient leur fils bon à rien, et que cette manne financière venait de dérailler définitivement. Ma mère a commencé à pleurer, disant que j'exagérais, nous pouvons arranger les choses. Mon père a essayé de reprendre sa routine des autoritaires maintenant, mon fils. Eleanor continuait de sangloter ses fausses larmes qui ne m'ont pas ému d'un pouce. Nick était encore trop mal en point pour apporter quoi que ce soit d'utile à la conversation. J'ai fait une dernière déclaration avant de partir, qu'ils étaient tous morts pour moi à partir de ce moment. Pas de seconde chance, pas de réconciliation, pas de pardon. Ils avaient passé des années à profiter de ma loyauté et de ma générosité, et c'était fini pour de bon. J'en avais marre d'être le plan de secours et la tirelire de tout le monde. Le silence absolu qui a suivi a été le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Ils n'avaient rien à dire, aucune défense, aucune explication valable, rien. Je suis sorti la tête haute, suis monté dans ma voiture et j'ai quitté cette maison pour la dernière fois. Au cours des jours suivants, les messages ont continué, mais avec un ton différent. Eleanor est passée de la colère au désespoir, affirmant qu'elle avait fait une terrible erreur et que Nick l'avait séduite, comme si elle n'avait aucune autonomie dans cette liaison d'1 an. Mes parents ont tenté toutes les tactiques de manipulation de leur répertoire, culpabilité, honte, obligation familiale, allant même jusqu'à menacer de dire à la famille élargie que j'avais des problèmes de santé mentale. Nick est resté plutôt silencieux, probablement encore en train de soigner son nez cassé. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. J'ai bloqué leur numéro, mis en place des filtres de mail pour envoyer leurs messages directement à la corbeille, et j'ai commencé le processus de démêlement de toutes les connexions financières que nous avions encore. C'était comme couper un cancer. Douloureux, mais nécessaire pour la survie. Le pire a été de gérer les amis communs. Certains ont immédiatement pris le parti d'Eleanor, se basant sur l'histoire qu'elle leur avait racontée. D'autres ont essayé de rester neutres, ce qui, à mes yeux, était tout aussi grave. Quelques-uns m'ont tendu la main pour m'offrir leur soutien, ce que j'ai apprécié mais que j'ai la plupart du temps refusé. Je n'avais pas besoin de pitié ni de leur platitude. J'allais bien. Le travail est devenu mon sanctuaire. Je me suis jeté à corps perdu dans les projets, je suis resté tard tous les soirs, je suis venu les week-ends. Au bout de 2 semaines, j'avais obtenu un avocat pour gérer la situation du bail de l'appartement, fermer tous les comptes et cartes de crédit communs, changer mon numéro de téléphone et commencer à chercher un nouveau logement. J'avançais, et pour la première fois de ma vie, je prenais des décisions basées uniquement sur ce qui était le mieux pour moi, et non sur ce qui maintiendrait la paix ou aiderait ma famille. C'était libérateur. Les 4 mois suivants ont été comme une sorte de renaissance étrange. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé être l'un de ces types qui vivent leur meilleure vie après une rupture. Mais bon sang, les choses se sont améliorées rapidement une fois que j'ai coupé ces parasites. Tout d'abord, j'ai complètement disparu de leur radar. J'ai quitté mon ancien appartement pour un superbe loft en centre-ville qui coûtait plus cher mais valait chaque centime pour la tranquillité d'esprit. Sans Eleanor qui vidait mon compte bancaire et Nick qui empruntait constamment de l'argent, mes finances sont passées de descente à solides comme un roc pratiquement du jour au lendemain. J'ai commencé à voir mes économies augmenter au lieu de devoir constamment expliquer des retraits mystérieux. J'ai utilisé une partie de cet argent pour améliorer ma garde-robe, j'ai acheté des meubles que j'aimais vraiment au lieu des horreurs IKEA qu'Eleanor avait insisté être notre esthétique, et j'ai amélioré ma voiture. Le travail est devenu ma principale préoccupation. Toutes ces heures supplémentaires que j'avais faites ont commencé à porter leurs fruits de manière significative. Mon patron a remarqué que j'étais soudainement encore plus productif, incroyable ce que l'on peut accomplir quand on ne gère pas constamment des drames relationnels, et m'a mis sur nos plus grands comptes clients. 2 mois après le mariage qui n'a pas eu lieu, j'ai été promu avec une augmentation de salaire de 30%. L'analyste financier qui était trop ennuyeux était maintenant l'un des plus jeunes cadres supérieurs de l'histoire de l'entreprise. J'ai aussi commencé à aller à la salle de sport comme un homme possédé. Toute cette colère et cette trahison devaient aller quelque part de productif, n'est-ce pas? J'ai trouvé cette salle de boxe tenue par un ancien combattant de MMA qui ne croyait pas qu'il fallait y aller doucement avec les novices. Après quelques mois, j'ai perdu 7 kg de graisse, gagné environ 20% de muscles et je pouvais réellement me défendre sur le ring. Pour la première fois depuis pratiquement toujours, je n'étais responsable de personne d'autre que moi-même. Je n'avais pas à m'inquiéter de renflouer Nick ou de financer les besoins sans fin d'Eleanor ou d'être le plan de secours de mes parents. C'était juste moi, dépensant mon argent pour moi. Ça sonne égoïste quand je l'écris comme ça. Mais après une vie entière à être le système de soutien de tout le monde,
cela ressemblait à de la liberté. J'ai aussi commencé à me faire de nouveaux amis. Pas les faux amis de couple que Eleanor et moi avions, mais de vraies personnes avec des intérêts communs. J'ai rencontré des gars à la salle de boxe qui m'ont invité à leur soirée de poker. J'ai renoué avec des collègues pour qui j'avais été trop occupé auparavant. Pendant cette période, je n'ai absolument rien entendu de ma famille directement. Ils semblaient avoir compris que j'étais sérieux au sujet de la rupture. Mais l'information a une façon de filtrer même quand on essaie de l'arrêter. Une cousine avec qui j'étais toujours en bons termes me tenait parfois au courant, sans se rendre compte qu'elle enfreignait ma règle pas de nouvelles de la famille. Apparemment, la relation parfaite de Nick et Eleanor était en train d'imploser de manière spectaculaire. Sans que je finance leur style de vie, la réalité les a durement frappés. La dépendance au jeu de Nick est devenue incontrôlable une fois qu'il n'a plus eu grand frère pour le renflouer. Ils se sont constamment disputés, généralement à propos d'argent. Il a commencé à la tromper avec des prostituées à peine 3 mois après le début de leur relation officielle. Le karma est une bip, n'est-ce pas? Mes parents aussi avaient des difficultés. Sans mes cadeaux et mes prêts, et sans que je couvre les vacances en famille, ils ont dû sérieusement réduire leur train de vie. Papa a dû reporter ses projets de retraite. Maman a dû annuler son adhésion au club de golf. Des choses vraiment dévastatrices, n'est-ce pas? Excusez-moi pendant que je joue du plus petit violon du monde. Je ne vais pas mentir, entendre parler de leurs problèmes m'a procuré une certaine satisfaction. Je n'en suis pas fier, mais je suis honnête. Après des années à me prendre pour acquis tout en me traitant comme le fils inférieur, voir leur monde parfait s'effondrer sans mon soutien ressemblait à de la justice. Environ 4 mois plus tard, juste au moment où je pensais être enfin libéré de tout ce drame, je suis rentré d'un dîner professionnel et j'ai trouvé Eleanor assise par terre devant mon nouvel appartement. Comment avait-elle trouvé l'adresse? Je n'en avais aucune idée. Pendant une seconde, je ne l'ai même pas reconnue. La femme toujours parfaitement apprêtée que j'avais connue avait disparu. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par des survêtements froissés, sans maquillage, les cheveux sales et mal attachés, les yeux gonflés et rouges à force de pleurer. Mon premier instinct fut de faire semblant de ne pas la voir. Comment diable avait-elle pu trouver mon nouvel endroit? Ça devait être par quelqu'un au travail. Note mentale, trouver qui était la source de la fuite et régler ça plus tard. Mais que pouvait-elle bien vouloir après tout ça? Je me doutais déjà, mais je l'ai laissé parler. Je voulais la voir se tortiller devant moi. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer dans mon appartement, principalement parce que je ne voulais pas que mes nouveaux voisins soient témoins de la scène qu'elle pourrait créer dans le couloir. Dès que la porte s'est refermée derrière nous, les larmes ont commencé à couler. Elle a lancé ce discours clairement répété sur la façon dont Nick avait changé après qu'ils se soient mis ensemble, devenant contrôlant et abusif, jouant l'argent de leur loyer, la trompant avec plusieurs femmes. Elle a dit, mes parents se sont retournés contre elle quand elle s'est plainte du comportement de Nick, la traitant d'ingrate et de pas assez bien pour leur précieux fils. Loyal, typique d'eux. Elle a commencé à sangloter qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie, jetant des années avec un homme bon, ce serait moi, apparemment, pour des déchets absolus, Nick. Elle m'a regardé avec ses yeux remplis de larmes qui me faisaient autrefois faire n'importe quoi pour la rendre heureuse, et m'a demandé si nous pouvions essayer de nouveau. Elle a dit qu'elle avait réalisé ce qu'elle avait trop tard mais que nous pouvions reconstruire. L'audace absolue de cette femme était impressionnante. Elle pensait sincèrement que je l'accueillerais à bras ouverts, que je serais si désespéré et pathétique que je reprendrais son sale cul de tricheuse après tout, que ses larmes me feraient tout oublier. Quand elle eut fini son spectacle, j'ai secoué la tête et dit que j'étais désolé d'entendre ça, mais ensuite j'ai simplement ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Le regard de confusion sur son visage. Clairement, cela ne suivait pas le script qu'elle avait imaginé, où je lui pardonnais immédiatement et nous tombions dans les bras l'un de l'autre. Je lui ai tout expliqué, lui rappelant tout ce qu'elle avait fait, la tromperie, le manque de respect. Tu regrettes seulement d'avoir été prise la main dans le sac et que la vie avec Nick n'était pas le conte de fées que tu avais imaginé, n'est-ce pas, ai-je demandé. Oh, ma chérie, tu pensais vraiment que j'étais assez stupide pour te donner une chance? Son masque est tombé instantanément. Les larmes ont séché comme par magie, et son visage a changé pour quelque chose de laid et de désespéré. Elle a commencé à dire des choses comme « Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme elle ». Je l'ai raccompagnée à la porte avec un sourire et lui ai dit que ne plus jamais trouver quelqu'un comme elle était exactement ce que je voulais. Je lui ai suggéré d'essayer de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins.
Le son de cette porte se refermant derrière elle fut plus satisfaisant que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu planifier. Je pensais que ce serait la fin, mais Eleanor n'en avait pas fini. Au cours des semaines suivantes, elle a tout essayé. Elle s'est présentée à mon bureau avec des fleurs, la sécurité l'a raccompagnée à la sortie, a envoyé des emails depuis de nouvelles adresses, directement au spam, a même essayé de faire en sorte que des amis communs plaident pour elle, ils sont rapidement devenus d'anciens amis communs. Chaque tentative était plus pathétique que la précédente. Le coup de grâce est arrivé quand elle s'est présentée à ma nouvelle salle de sport, ayant réussi à retrouver l'endroit où je m'entraînais. Le dévouement, mesdames et messieurs. Elle a provoqué une telle scène que le propriétaire, mon ami entraîneur de MMA, a dû la sortir physiquement des lieux. C'est à ce moment-là que j'ai finalement obtenu une ordonnance restrictive. J'aurais dû le faire plus tôt, mais une partie de moi ne pouvait pas croire qu'elle continuerait à insister après un rejet aussi clair. Je ne savais pas qu'elle avait si peu de dignité. Après l'ordonnance restrictive, Eleanor a disparu de ma vie, probablement pour panser ses plaies et trouver une autre cible. J'ai entendu dire par la rumeur qu'elle était retournée vivre chez ses parents dans l'Ohio, racontant à tous ceux qui voulaient l'entendre que j'étais émotionnellement abusif et que c'est pour ça qu'elle l'avait trompé. Un classique de la manipulation narcissique. Le manuel du narcissisme dans toute sa splendeur. Je m'en fichais éperdument. Pendant ce temps, ma vie a continué sa trajectoire ascendante. La promotion a entraîné davantage de responsabilités, que j'ai gérées facilement sans les drames constants à la maison. J'ai commencé à prendre de vraies vacances pour la première fois depuis des années, des week-ends dans des endroits que j'avais toujours voulu visiter. Je me suis acheté la moto que j'avais toujours voulu et dont on me disait qu'elle était trop dangereuse et immature. Pour la première fois de ma vie, je vivais entièrement selon mes propres termes. Mais la vie a une drôle de façon de ne pas vous laisser profiter longtemps de la paix. Juste au moment où je pensais que tout ce drame était derrière moi, le spectacle de Nick et Eleanor a évolué vers quelque chose de plus tordu. Et malgré tous mes efforts pour rester déconnecté de ma famille toxique, leur implosion était sur le point de me rejaillir dessus. Les rumeurs sur les problèmes relationnels de Nick et Eleanor n'étaient pas exagérées. Elles sous-estimaient même la catastrophe. Selon ma cousine, qui me tenait encore occasionnellement au courant malgré mes protestations, et mon Dieu, elle adorait les potins, ils ont rompu de manière spectaculaire. Après que Nick ait vidé leur compte commun pour une frénésie de jeu, laissant Eleanor avec un loyer à payer et aucun moyen de le faire. Quand elle a appelé mes parents pour de l'aide, ils lui ont dit en gros que c'était son problème maintenant. Et Nick? Il est retourné en rampant chez mes parents, qui ont accueilli leur enfant chéri à bras ouverts malgré tout. Certaines choses ne changent jamais. Mais cette fois, il y avait une chose qu'ils n'avaient pas vu venir. Voyez-vous, mes parents, ces facilitateurs hors pair, faisaient enfin face aux conséquences de décennies de mauvaises décisions parentales. Sans mon soutien financier pour constamment colmater les brèches dans leur budget, ils ont dû gérer le désordre de Nick avec leurs propres ressources. Et Nick, sentant une faiblesse, est allé à la gorge. D'une manière ou d'une autre, et je ne suis toujours pas clair sur les détails exacts, il les a convaincus d'hypothéquer leur maison payée pour investir dans une opportunité d'affaires garantie. Arnaque classique, mais ils sont tombés dans le panneau car le fil en or ne pouvait rien faire de mal. Quand cela a inévitablement échoué, ils ont de nouveau réhypothéqué pour couvrir ces dettes de jeu lorsqu'un type effrayant est apparu à leur porte. Puis ils ont co-signé une voiture de luxe qu'il a rapidement démolie en conduisant en état d'ébriété. Puis ils ont payé ses frais juridiques pour la conduite en état d'ivresse. Une mauvaise décision après l'autre. Les conséquences sont restées cette fois. En quelques mois, mes parents, financièrement à l'aise et de la classe moyenne supérieure, étaient au bord de la faillite. La maison dans laquelle ils vivaient depuis 30 ans était en saisie. Papa a dû sortir de sa retraite pour travailler dans le commerce de détail à 65 ans. Maman prenait des quarts de travail comme employée de cafétéria scolaire. Et Nick? Il a fait son habituel numéro de disparition quand les choses sont devenues difficiles. Il a changé de numéro, supprimé les médias sociaux et a complètement disparu du radar. Il a laissé mes parents porter le chapeau pour tous ces désastres, probablement en fuyant des requins de la finance ou en se cachant chez une nouvelle victime qu'il avait charmée pour le soutenir. J'ai entendu tout cela de seconde main et j'ai fait de mon mieux pour ne pas m'en soucier. Ils avaient fait leur choix, à plusieurs reprises, et maintenant ils faisaient face aux conséquences. J'avais trop travaillé pour reconstruire ma vie pour me laisser aspirer de nouveau dans leur drame. Mais apparemment, l'univers n'avait pas encore fini de tester mes nerfs. Presque exactement un an sans contact avec ma famille, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Normalement,
je laissais les numéros aléatoires aller directement à la messagerie vocale. Grâce aux tendances de harceleur d'Eleanor, j'avais changé mon numéro à nouveau. Mais j'attendais un appel d'un client, alors j'ai décroché. Mais non. C'était ma mère. Salut, chérie. Ça fait un moment. L'euphémisme du siècle. Mon premier réflexe fut de raccrocher, mais honnêtement, j'étais curieux. Elle m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour parler d'une affaire de famille importante. Elle a dit que c'était urgent. J'ai presque refusé, mais encore une fois, la curiosité l'a emporté. Je savais de quoi il s'agissait, mais enfin, où est le plaisir si je suis rejeté? Je voulais voir toute la scène se dérouler juste devant moi. Alors j'ai accepté de nous rencontrer dans un café près de mon bureau le lendemain. Je suis arrivé quelques minutes en avance, j'ai pris une table de coin privilégiée avec une vue dégagée sur la porte, j'ai commandé un café et je les ai regardés entrer. Mon Dieu, si vous m'aviez dit que c'étaient mes parents, je n'aurais peut-être pas cru. Papa avait perdu au moins 9 kg. Ses cheveux s'éclaircissaient. L'apparence soigneusement entretenue de maman avait complètement disparu. Pas de maquillage, les cheveux à peine brossés, vêtus de ce qui ressemblait à des vêtements d'un magasin discount. Ils avaient l'air d'un enfer. Ils m'ont repéré et ont fait ce demi-sourire gêné. Je ne me suis pas levé, je n'ai pas souri en retour, j'ai juste fait un geste vers les chaises pour qu'ils s'assoient. Maman a essayé de me serrer dans ses bras. Je me suis penché en arrière. Laissons tomber la fausse affection. Qu'est-ce que vous voulez? L'histoire est sortie par bribes entre des regards embarrassés et les larmes occasionnelles de maman. Il s'avère que le fils en or, Nick, s'était vraiment surpassé cette fois. Donc, comme je l'ai dit, après que je les ai tous coupés financièrement, mes parents ont dû gérer son désordre avec leurs propres ressources. Puis ils ont continué avec toute l'histoire, comment ils perdaient tout. Maison en saisie, crédit détruit, compte de retraite vidé, facture médicale s'accumulant, voiture saisie, et comment Nick a complètement disparu il y a environ 4 mois, son dernier acte étant de vider leurs économies d'urgence avant de laisser tomber ses propres parents. Papa ne pouvait même pas me regarder dans les yeux quand il a poussé un dossier sur la table, des documents montrant leur désastre financier dans des détails accablants. Maman a fait son numéro de larmes manipulatrice. Nous avons besoin d'aide, chérie. Nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Le chiffre magique? 80 000 $. 50 000 $ pour arrêter la saisie, 30 000 $ pour apurer les dettes les plus urgentes. Ils avaient épuisé toutes les autres options. Aucune banque ne voulait d'eux avec leur score de crédit catastrophique. Aucun ami ne voulait plus leur prêter. Apparemment, je n'étais pas le seul qu'ils avaient brûlé. Aucun de nos proches n'avait ce genre d'argent. J'étais leur dernier espoir. Le fils ennuyeux, stable, financièrement responsable qu'ils avaient rejeté pendant des années était maintenant leur seule bouée de sauvetage. L'ironie était tellement palpable. Nous avons fait de terribles erreurs, gémit maman. Les choses que nous avons dites à ton sujet à Eleanor. La façon dont nous avons couvert toute l'affaire. Nous avions tort. Tellement tort. Papa a finalement levé les yeux. Nous étions aveugles à qui Nick était vraiment. Tu as toujours été le bon, mon fils. Pendant une fraction de seconde, j'ai presque ressenti quelque chose. Presque. Mais il ne s'agissait pas vraiment de moi, n'est-ce pas? Il ne s'agissait pas d'une grande révélation morale de leur part sur la façon dont ils avaient été horribles toute ma vie. Il s'agissait pour eux de faire face aux conséquences et de chercher une porte de sortie. Si Nick se présentait demain avec un billet de loterie gagnant, ils l'accueilleraient à bras ouverts et oublieraient tout de leur tentative de réconciliation en larmes avec moi. Que ai-je fait? J'ai fermé le dossier sans même le regarder et les repousser de l'autre côté de la table. Laissez-moi être clair. Vous avez encouragé ma fiancée à me tromper avec mon frère. Vous lui avez dit que j'étais ennuyeux et qu'elle méritait quelqu'un d'excitant comme Nick. Vous avez profité de moi. Puis, quand je vous ai finalement coupé, vous avez continué à soutenir Nick jusqu'à ce qu'il vous ruine complètement financièrement. Et maintenant vous voulez que je vous donne 80 000 $? Les larmes de maman coulaient plus vite. Nous sommes toujours tes parents. La famille, c'est la famille, quoi qu'il arrive. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. La famille, c'est la famille? C'est le comble venant de vous deux. Où était cette loyauté familiale quand vous complotiez contre moi? Papa a essayé une dernière fois. Nous allons perdre la maison. Nous serons sans abri à notre âge.
Nous ne savons pas ce que nous allons faire. Je me suis levé et j'ai regardé les deux étrangers pathétiques assis en face de moi. Les mêmes personnes qui m'avaient fait me sentir inadéquat toute ma vie. Maintenant, littéralement, suppliant mon aide. Vous auriez dû penser à ces conséquences quand vous avez misé sur le mauvais fils. Maman a tendu la main vers la mienne. Je l'ai retirée. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Nous n'avons nulle part où aller. Pas mon problème. Vous avez fait votre choix. Nick est aussi votre fils. Allez le trouver au lieu de me faire perdre mon temps ici. Sur ce, je me suis levé, j'ai jeté un billet de $20 pour leur café plus un pourboire, et je suis parti. Bonne chance avec la saisie. Je dirais restons en contact, mais ne le faites pas à leur visage quand j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de l'extérieur. Parfait. En marchant vers ma voiture, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Aucune culpabilité, aucun doute. Certains pourraient appeler cela un manque de cœur, mais m'éloigner de ces deux sangsues manipulatrices a été la décision la plus saine que j'ai jamais prise. Ils ne cherchaient pas la réconciliation. Ils cherchaient un nouvel hôte maintenant que leur enfant chéri les avait asséchés et était passé à autre chose. Je suis retourné au travail, j'ai mis de la musique à fond, et je n'ai plus pensé à eux avant de m'asseoir pour écrire ce post. Et honnêtement, ça fait du bien d'être le méchant de leur histoire, car dans la mienne, je suis enfin le héros.